Je voulais remercier donc Camille, Dominique, Adrien pour l'invitation à Dijon. Donc j'ai essayé de suivre tes recommandations en parlant essentiellement de variation de contraste. Donc ça suit assez naturellement l'exposé de José. Donc je reprends quelques transparents. Du coup, j'aurais pas besoin de détailler parce que c'était extrêmement bien expliqué juste avant. Alors, comme vous pouvez le voir déjà, les exemples que j'ai choisis, c'est des choses très, très comestibles. Il se trouve que je travaille pas beaucoup, enfin, je travaille avec des industriels, mais pas beaucoup en lien avec l'agroalimentaire, voire pas du tout. Puisque c'est des pneus ou du pétrole ou des verres nucléaires. Et alors j'ai rajouté un petit truc comme ça, parce que j'ai quand même un exemple qui s'en rapproche un petit peu, mais qui n'est pas un travail de moi. Bon. Donc le but de cet exposé, c'est donc présenter un peu plus en détail la technique de la diffusion aux petits angles, et surtout le potentiel, enfin l'utilisation des méthodes de variation de contraste. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples où l'application de la variation de contraste permet de résoudre des structures assez complexes. Alors en termes de contraste, je parle de contraste neutronique, mais je montre aussi des exemples où on associe les X et les neutrons, puisque avec les X on a un autre contraste, donc ça permet encore d'avoir une information supplémentaire. Bon, je ne fais pas une comparaison systématique avec les X, mais il y a beaucoup de points qui se rejoignent. Ok. Alors, donc, bon, ça, José en a déjà parlé. Globalement, les tailles caractéristiques qu'on va sonder, c'est typiquement 1 à 300 nanomètres, ou la centaine de nanomètres, on va dire, pour fixer un peu les choses. Grâce à la technique de variation de contraste, on va pouvoir résoudre des systèmes complexes et surtout des systèmes à plusieurs composés. Donc ça, c'est l'un des points assez intéressants de cette technique. Donc le domaine d'application, vous l'aurez compris, donc beaucoup la matière molle, la biologie, la science des matériaux, mais aussi des choses qu'on n'aborde pas, comme les systèmes magnétiques. Enfin, bon, il y a un champ d'application assez vaste. Alors, qu'est-ce qu'on mesure en diffusion de neutrons petits angles? Donc, on va avoir accès à essentiellement deux informations. La forme d'objets. Donc, on va voir qu'on peut avoir des formes relativement simples, comme des sphères, des formes géométriques simples, ou alors des formes un peu plus complexes. Et puis, en fonction d'un certain nombre de paramètres, comme la concentration, tout plein de stimulus extérieurs, ces objets vont s'auto-organiser pour former des structures, elles aussi plus ou moins complexes. Et au niveau des objets et au niveau des distances entre ces objets, on va pouvoir avoir accès à, si les tailles caractéristiques sont autour de la centaine de nanomètres, on va pouvoir y avoir accès par des mesures de DNPA. Alors, des exemples classiques de systèmes qui s'y prêtent bien, donc évidemment tout ce qui concerne la science des polymères, la physique des polymères, donc plastique, caoutchouc, élastomère, les suspensions colloïdales, nanoparticules inorganiques, la silice, la magnémite, des choses comme ça, les tensioactifs, alors ça j'en parle pas du tout, mais pas vraiment. Et puis après, aussi, plus proche de vous, donc on peut utiliser des mesures pour déterminer les facteurs de forme de protéines en solution, par exemple. Alors, la diffusion aux petits angles, c'est une technique de volume, hein, et qui peut être complétée par une autre technique dont je ne parle pas, mais j'aurais pu, c'est la réflectivité, qui est à peu près la même chose, mais sur une surface ou à une interface. Donc, comme l'a dit José, c'est complémentaire de ce qu'on peut voir dans l'espace réel, avec des techniques de microscopie par
transmission électronique ou à balayage. Donc l'un des avantages, comme il a bien expliqué, c'est qu'on sonde un grand nombre d'atomes, alors qu'en microscopie, évidemment, on va focaliser sur un tout petit endroit de l'échantillon. Bon, cela dit, c'est souvent intéressant d'avoir une information dans l'espace réel, puisque l'une des faiblesses, entre guillemets, de la diffusion, et aux petits angles, on va le voir, c'est que les courbes de diffusion, elles peuvent souvent être modélisées par plusieurs solutions analytiques ou mathématiques. On a rarement une solution unique. Donc, faut faire des hypothèses sur un facteur de forme, par exemple. Et souvent, on peut valider cette hypothèse par un cliché de microscopie dans l'espace réel. Donc, ça peut être assez utile parfois. L'autre point important, c'est en termes de complémentarité, c'est avec les autres rayonnements. Donc la lumière, moi, dans les systèmes que je présente, c'est pas très adapté, parce que c'est souvent très noir. Et par contre, là, il y a une vraie complémentarité avec les X. J'y reviendrai un peu en détail. Alors, ça, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, vu que c'est un transparent que j'avais un peu emprunté à José. Donc ça rappelle tout ce qu'il vous a dit juste avant. Je vais pas m'éterniser plus que ça, vu que vous avez sans doute tout compris. Donc ça rappelle simplement l'onde plane, l'onde sphérique, le transfert de vecteur d'onde Q, qui est le paramètre expérimental qui nous intéresse. Un peu plus en pratique. Donc on va illuminer, enfin on part d'un flux incident de neutrons et on récupère donc dans une direction de Q une fraction de ce flux incident qui a traversé l'échantillon. Donc ça dépend aussi de l'épaisseur de l'échantillon traversé, et puis ça dépend de la transmission. Tous les neutrons ne vont pas diffuser, il y a une partie de neutrons qui vont être absorbés par l'échantillon ou transmis. Et donc en pratique, ce qu'on mesure, c'est une intensité donc, qui est proportionnelle à une section efficace de diffusion, donc qui est exprimée en centimètres carrés, qu'on rapporte par unité de volume. Donc on mesure des centimètres carrés par des centimètres cubes, donc des centimètres moins 1, en fonction de Q qui est en angstrom moins 1 ou en nanomètre moins 1. Alors, je vais plus détailler le contraste, puisque c'est un peu l'objet de l'exposé. Donc cette section efficace de diffusion, elle dépend directement de ce terme, la longueur de diffusion. Alors, la longueur de diffusion, c'est une longueur pour un élément, pour un atome. Nous, on va regarder plutôt des molécules. Donc, on définit une densité de longueur de diffusion qui n'est rien d'autre que la somme des longueurs de diffusion de chacun des constituants de cette molécule, normalisée par le volume molaire. Et en fait, ce qu'on appelle le contraste, ça va être la différence entre la densité de longueur de diffusion de l'objet qui nous intéresse avec la densité de longueur de diffusion du milieu dans lequel il se trouve. Donc, qui est en général le solvant, si c'est une solution. Et donc le contraste, c'est le carré de cette différence. Donc c'est pour ça que comme l'intensité est directement proportionnelle à cette grandeur, c'est pour ça que ce paramètre, c'est là que ce paramètre prend toute son importance, parce que l'intensité diffusée va être directement dépendante de ce paramètre. Alors, ça je ne sais plus si vous l'avez déjà vu, mais ça reporte, donc on repart sur la longueur de diffusion, qui est une longueur, donc une interaction à courte portée, qui peut être qui peut être positive ou négative en fonction du fait que l'interaction est attractive ou répulsive. Donc le point important, donc ça c'est l'évolution de cette longueur pour différents éléments du tableau périodique en fonction de la masse atomique. Ce qu'on voit je ne sais pas si on le voit très bien, mais par exemple ici pour l'hydrogène et le deutérium, le point important c'est que pour un même élément, comme l'hydrogène, on peut avoir des longueurs de diffusion très différentes entre les isotopes de cet élément. Donc c'est le cas pour l'hydrogène, où la valeur est négative, et positive pour le deutérium. Donc il y a une partie de la diffusion cohérente, c'est la valeur moyenne de cette longueur, et puis l'écart à la moyenne, c'est la diffusion incohérente. Donc,
Pour les petits angles, la partie qui est reliée à la structure, évidemment, c'est la partie cohérente. Et puis la partie incohérente, comme elle dépend pas de la structure, elle est reliée à la dynamique des atomes, indépendamment les uns des autres. Donc du coup, cette partie-là, pour nous, elle va être assimilée à un bruit de fond plat, enfin continu, qu'on va essayer de soustraire, qu'on va essayer de limiter quand on peut, ou soustraire quand on ne peut pas s'en affranchir. Alors, ça, on l'a déjà vu aussi. La partie cohérente pour l'hydrogène, la section efficace de diffusion incohérente est très grande pour l'hydrogène. Donc ça, c'est exploité pour des mesures de diffusion inélastique. Mais pour nous, pour les petits angles, c'est un handicap. Donc on va voir deux choses. C'est que le fait de remplacer le deutérium par l'hydrogène, ça permet souvent d'augmenter le contraste, donc ça permet d'augmenter cette grandeur-là, mais ça permet aussi de limiter le bruit de fond incohérent. Donc ça a en général souvent deux avantages. Alors, quelques exemples. Donc ensuite, on calcule, donc connaissant les longueurs de diffusion pour des... Donc là, on était sur les éléments, on passe sur les molécules. Donc ici, j'ai mis l'eau lourde, et puis un monomère polystyrène hydrogéné deutéré. Donc les masses, ce qui nous permet de calculer les longueurs de diffusion. Donc on voit que entre l'eau normale et l'eau lourde, on retrouve cette grande différence. Et la même chose entre un polymère hydrogéné ici et un polystyrène deutérié ici. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe pour les rayons X, donc on voit que pour les neutrons, il n'y a pas de corrélation entre la longueur de diffusion et puis la masse atomique. Par contre, pour les X, il y en a une, puisque c'est directement le nombre d'électrons. Donc on sait calculer ça très bien. Donc ça dépend du rayon de l'électron, essentiellement, et ça varie de façon linéaire avec la masse atomique. Donc c'est pour ça que souvent on dit que les X voient bien les éléments lourds et les neutrons les éléments légers. Parce qu'évidemment, les X, plus il y a des neutrons, plus il y a de contraste. Et puis par contre, contrairement à tout à l'heure, il n'y a aucune différence pour les X avec la deutération, évidemment, puisque c'est complètement indépendant du nombre d'électrons. Ok, alors là, c'est des schémas de principe de comment, d'application des différentes techniques, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire quand on va faire de la variation de contraste. Donc il y a différentes choses qu'on peut faire. La première chose, c'est simplement ici, on a un diffuseur qui est le petit serpentin vert dans un milieu qui est, par exemple, de l'eau, parce que c'est bleu. Alors, quand on va regarder le terme de contraste, on reporte sur une échelle les densités de longueur de diffusion des différents constituants du système. Alors, si c'est des molécules dont on connaît la formule brute et la densité, on peut calculer ces valeurs sans trop de problèmes. Bon, après, si c'est des molécules plus complexes, ça devient plus difficile, mais on peut éventuellement les mesurer. Donc là, on voit qu'entre le truc vert et puis le solvant, il n'y a pas beaucoup d'écart, donc ça veut dire que le contraste n'est pas très bon. Donc si on remplace le solvant hydrogéné par un solvant deutérié, on va voir que la différence ici devient plus grande. Donc du coup, on augmente le terme de contraste, donc on va augmenter l'intensité diffusée aux neutrons. Alors la deuxième application, c'est quand on a deux constituants. Ici, donc toujours le serpentin vert et puis la boule noire, qui se trouve être bien situé entre un solvant hydrogéné deutérié. Donc si on mesure l'association des deux dans un même solvant, on va avoir un spectre assez complexe, puisqu'on a un premier terme qui dépend du contraste du vert dans le solvant, un deuxième terme qui dépend du contraste entre la boule noire et le solvant, et puis un terme croisé qui arrange rien à l'histoire.
Donc ça fait un spectre qui va être difficile à analyser. Alors on peut simplifier les choses en faisant des mélanges de solvants. Donc on mélange le solvant hydrogéné de Terrier, pour soit se mettre au niveau du verre. Donc du coup, le solvant, il masque la diffusion de la partie verte. Du coup, on a une équation ici qui simplifie beaucoup. Et puis la même chose dans l'autre cas. Donc c'est le même échantillon. Hein. Il est juste mis dans des mélanges de solvants avec des rapports différents. Et ça permet de simplifier beaucoup les choses. Et les mélanges de solvants, ils se font au prorata des fractions volumiques de chaque solvant. Alors, un autre exemple ici, je vous montrerai à quoi ça sert. Donc ça, c'est un truc qui est très connu des neutroniciens. Ça s'appelle le contraste moyen nul. Donc c'est une technique qui a permis en particulier, donc c'est des manips qui ont été faites au LLB il y a, je ne sais plus quand, dans les années 80, en particulier par Jean-Pierre Coton. La question c'était, à l'époque, on a des fondus de polymères et c'est quoi la conformation d'une chaîne de polymères en fondu? On savait mesurer ça dans un solvant, mais dans un fondu, c'était pas très clair. Alors si on fait un fondu de polymère avec que des chaînes hydrogénées, c'est tout vert, donc il n'y a aucune diffusion. Si on prend que des chaînes de Terrier, c'est pareil, c'est de Terrier, mais il n'y a pas de contraste. Donc l'idée, c'est de faire des mélanges de chaînes hydrogénées de Terrier dans des proportions telles que le contraste moyen du mélange soit égal au contraste du milieu dans lequel il se trouve. Donc le mélange bleu-rouge, le contraste moyen du mélange bleu-rouge doit être égal au vert. Et dans ces conditions très spécifiques, on arrive à une équation, on arrive à simplifier en fait cette équation, et on peut montrer que du coup la diffusion ne dépend plus que du facteur de forme d'une seule chaîne. Donc c'est un petit peu magique, mais ça marche bien. Alors ça, c'était pour mesurer la conformation d'une chaîne en fondu. Et puis on peut appliquer cette méthode en présence d'autres choses. Donc c'est ce que je vous montrerai plus tard, en présence de renforts durs. Et puis enfin, la dernière chose qu'on peut citer, c'est que si on est très bon chimiste ou si on a des chimistes sous la main, on peut faire aussi de la deutération sélective, c'est-à-dire on peut synthétiser par exemple des polymères, mais pas seulement, des tensioactifs. Alors, il y a beaucoup de tentatives maintenant qui sont faites sur les systèmes biologiques pour essayer de faire pousser des choses en milieu de Terrier. Donc, en tout cas, sur les polymères et les tensioactifs, ça marche bien. On peut faire des polymères de Terrier ou partiellement de Terrier avec des parties qui vont permettre de mieux cibler en fait une partie de la chaîne, par exemple, ou de mieux voir certaines parties. Ça, je vous montrerai un exemple de ça aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, donc là, pour aller un peu plus dans l'intensité diffusée, donc ça c'est un espèce de schéma très simplifié d'un spectromètre. Hein. On a les neutrons qui arrivent, on a un échantillon, puis un détecteur. Et alors, l'intensité diffusée, elle dépend on a vu du terme de contraste ici. Elle dépend aussi de la quantité de diffuseurs, qu'on exprime souvent en fraction volumique. Donc, c'est le nombre de diffuseurs par unité de volume. Elle dépend du carré du volume du diffuseur, de la particule. Alors, ça, c'est un exemple qu'on voit souvent, parce que effectivement, dans le cas de particules sphériques, on peut montrer que l'intensité diffusée dépend de tous ces préfacteurs et dépend aussi du produit de ce qu'on appelle le facteur de forme par le produit du facteur de structure. Donc le facteur de forme, c'est, comme son nom l'indique, la forme des particules qu'on va plutôt sonder pour des petites distances dans l'espace réel, donc à grand Q. Et le facteur de structure, le S de Q, ça caractérise les interactions entre ces objets. Et donc ça va plutôt être visible plutôt à petit q, donc pour des grandes distances dans l'espace direct. Et donc, quand on décompose ça, on mesure en fait le produit des deux.
directement. Donc on peut s'arranger aussi, par exemple par dilution. Donc quand on a le produit des deux, ça peut être vite assez compliqué. Donc il y a des techniques pour ne mesurer que, par exemple, d'abord le facteur de forme des objets, et ensuite en solution diluée, par exemple, pour une solution colloïdale, et ensuite de regarder les interactions spécifiquement. On peut découpler en fait ces deux choses-là. Alors voilà quelques exemples. Donc le cas classique, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on part de cette équation-là, et puis on a un système. Donc la première chose à faire, c'est on détermine le facteur de forme. Donc on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'interaction entre les objets. Donc si on dilue le système, on éloigne les objets les uns des autres, donc ils ne se voient pas. Alors on peut faire ça, par exemple, en écrantant les charges dans un système électrostatique. Enfin, il y a différentes façons de le faire. Alors dans ce cas-là, on a une équation qui se simplifie. Donc l'exemple qu'on prend souvent, c'est des particules. Alors pour des objets relativement bien définis géométriquement, on peut calculer la fonction de diffusion. Donc c'est le cas des sphères. On sait calculer le facteur de forme d'une sphère. Donc ça donne des oscillations comme ça caractéristiques. Ici, une dépendance en Q-4 qui est liée au fait qu'à grand Q, on sonde de ce qu'on appelle le domaine de Poro, qui correspond à l'interface, une interface nette entre deux milieux homogènes. Donc c'est-à-dire qu'ici, à grand Q, on sonde vraiment l'interface entre le rouge et le bleu. Et puis au fur et à mesure qu'on va par là, dans le régime intermédiaire, on est sensible à la géométrie de l'objet. Et puis à petit q, ce qu'on appelle le domaine de Guigné. Là, ça marche comme un microscope à l'envers. Hein. Plus on va vers les petits q, plus on s'éloigne de l'objet. Et à petit q, on voit l'objet, on voit une taille caractéristique, mais on est plus sensible à sa géométrie. Donc on extrait ce qu'on appelle un rayon de gyration, donc qui est une taille caractéristique de l'objet indépendamment de sa géométrie. Et puis on peut également, par extrapolation de l'intensité, on peut montrer que c'est proportionnel à la masse de l'objet. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que dans le régime de Poro, comme on est à l'interface, là on est proportionnel au rapport surface sur volume de l'échantillon, ce qui permet aussi de mesurer une surface spécifique. Donc dans le régime intermédiaire, voilà, on peut calculer la fonction de diffusion dans des cas simples, ou dans des cas bien définis. Alors on peut convoluer ces trucs-là par des effets de dispersion en taille. C'est-à-dire on a rarement des objets qui sont parfaitement monodisperses. On a de la polydispersité, donc ça a pour effet donc là c'est une log normale, ça a pour effet de réduire les oscillations. Alors dans la réduction de ces oscillations, il y a aussi des effets de résolution expérimentale qui sont inclus dedans, qui ont le même effet. Bon, ça, je passe sur cette partie-là. Et puis, donc, là, on a défini donc, le facteur de forme des objets. Donc, on a une taille, le rayon des sphères, on a la dispersion en taille, donc on a tout ce qu'il faut, éventuellement le S sur V. Et donc, après, on peut concentrer. Donc, on rajoute des particules. Et en fonction du type d'interaction entre ces particules, là, j'ai pris un cas répulsif. Donc les objets se voient selon un facteur de structure qui donne un maximum ici, dont la position est reliée au centre de masse entre les objets, enfin c'est les distances de corrélation. Alors le facteur de structure, c'est encore un cas simple où on a des fonctions analytiques de type Perkusevic ou Ether et Penfold pour des sphères dures en interaction chargée ou non. C'est souvent plus difficile à calculer que les facteurs de forme. Alors, il y a d'autres géométries. Donc ça, c'est les sphères. Alors après, dans le régime intermédiaire, on peut trouver tout un tas de géométries avec des dépendances en loi de puissance caractéristiques. Le régime intermédiaire, hein, c'est ici, avec des lois de puissance qui vont être caractéristiques de la géométrie des objets. Donc par exemple, des objets monodimensionnels, ça va faire du Q-1.
bidimensionnelle du Q-2. Et puis, bon, après, on a des dimensions fractales caractéristiques reliées, par exemple, ici, à la conformation d'une chaîne gaussienne de polymères. Mais on va pouvoir exploiter dans le régime intermédiaire les dépendances en loi de puissance c'est des signatures simples en fait sur la géométrie des objets. Donc tout ça pour vous montrer que ça, il n'y a pas de calcul très compliqué, mais à partir de, disons, souvent l'analyse de courbes de petits angles, on peut avoir une analyse assez complète, on peut avoir assez rapidement des informations sur la taille, sur la surface spécifique, sur la morphologie des objets qu'on garde, sans passer par des calculs extrêmement compliqués. Alors, juste un mot sur... Comment ? D'accord. Juste un mot sur le réacteur. Donc, vous avez déjà vu ça et ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Je crois que José a déjà tout dit. Oui, alors on peut sélectionner en fonction des manips qu'on veut faire l'énergie des neutrons, donc avec une source froide ou une source chaude, ou des neutrons thermiques. Alors pour les petits angles, on va sonder plutôt des grandes distances, donc on va travailler avec des neutrons froids, donc qui ont une répartition d'énergie typiquement compris entre 3 et 30 angstroms, avec un maximum qui se situe aux alentours de 5 ou 6 angstroms. C'est cette courbe-là. Voilà. Et évidemment, pour amener les neutrons, puisque donc là, ça c'est une vue du réacteur. Donc c'est à l'intérieur de l'enceinte étanche ici. Les spectraux de petits angles, ils sont assez loin du réacteur. Ils sont dans ce qu'on appelle le hall des guides, puisque pour amener les neutrons du cœur de réacteur jusqu'au hall des guides, on utilise donc des guides. Qui sont des super miroirs, et on transporte les neutrons par réflexion totale dans ces super miroirs. Et bon, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'entre le spectro que je vais vous montrer juste après, il doit y avoir une centaine de mètres quand même. Donc, il faut pouvoir les transporter assez loin du cœur du réacteur. Alors, voilà le spectro en question. Donc, ça, c'est une vue du réacteur plus du hall des guides. Donc il y a tout un tas d'appareils autour du cœur là, pour tout ce qui concerne les 3 axes ou la diffraction des liquides ou des poudres. Et puis dans le hall des guides, donc vous avez les appareils qui utilisent les neutrons froids dans toute cette partie-là. Donc historiquement au LLB, il y avait 3 appareils de diffusion aux petits angles, PAC-C, PAC-C, PAC-C. Donc ça c'est PAC-C. Donc ça, c'est un appareil qui a été construit par José Teixeira en 88, voilà. Donc toi, tu l'as construit, et puis moi, je l'ai fermé. Voilà. C'est comme ça. Donc moi, je m'en suis occupé quelques années avant de le faire, enfin 3-4 ans avant de le fermer. Donc on a arrêté cet appareil pour en construire un nouveau. Donc il reste encore actuellement ces deux-là, donc PAC-C et PAC-C. Donc ces 3 spectros-là, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un flux à peu près comparable de l'ordre de 10 puissance 6 neutrons par centimètre carré par seconde. Distance échantillon détecteur entre 5 et 6-7 mètres. Et donc ça permet de couvrir une gamme de vecteurs d'ondes typiquement entre 2,10-3 et 0,6-0,5 angstrom-1. C'est assez comparable. Il y a des petites différences. Il y en a qui ont des détecteurs bidimensionnels et un qui a un détecteur circulaire pour faire de la diffusion isotrope. Alors le projet, alors il y a aussi un appareil qui permet de faire de la diffusion aux très petits angles, c'est-à-dire pour aller voir des distances encore plus grandes. Donc pas 100 nanomètres, mais encore plus grand que ça. Donc ça, c'est un design un peu différent. C'est avec des multifaisceaux, mais je vais pas vous détailler ça aujourd'hui. Donc le projet qu'il y a, c'est ce projet-là, qui devrait être opérationnel en 2015. Donc c'est remplacer PAC-C que vous avez vu par un spectro qui va s'appeler PA20. Pourquoi 20 ? Parce qu'au lieu de faire 5 mètres, il fera 20 mètres.
Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir un spectro plus long? L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir travailler au maximum du flux, c'est-à-dire à courte longueur d'onde, tout en ayant la même gamme de Q qu'avec un spectre court. Donc on a plus de flux a priori, et surtout on va mettre plusieurs détecteurs on va travailler avec plusieurs détecteurs, ce qui va permettre de mesurer toute la gamme de Q en une seule fois. Ce qu'on ne peut pas faire sur les spectros qu'on a actuellement, on est obligé de sectionner les gammes de Q par différents couples, longueur d'onde, position échantillon détecteur. Donc ça permet de tout mesurer en une seule fois, ça permet de faire en particulier des mesures résolues en temps. Ce qu'on a du mal à faire pour l'instant, puisqu'il faut changer de config à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie un peu introductive. Alors, les exemples que j'ai choisis. Donc c'est un mixte, des exemples avec l'Institut français du pétrole sur les asphaltènes. Donc, les asphaltènes, c'est des composés qu'on trouve dans les brutes lourds. Ensuite, les composites, donc pour les pneus, ça c'est un travail avec Michelin, en collaboration avec Michelin, il n'y a pas que Michelin dedans. Et puis j'ai deux petits exemples à la fin pour vous montrer qu'on peut appliquer aussi dans d'autres systèmes. Donc des complexes protéines polyélectrolytes. Donc ça, je crois que les applications, c'est plutôt les emballages alimentaires. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et puis un petit exemple rapide, mais très joli, sur la corrosion dans les verres nucléaires. Alors, sur les asphaltènes, donc les asphaltènes, c'est des composés qu'on trouve dans les brutes lourds. Donc la problématique des brutes lourds pour les pétroliers, c'est une problématique importante parce que il y a des ressources très importantes encore inexploitées en termes de brutes lourds. C'est-à-dire tout ce qui est exploité pour l'instant, c'est des brutes plutôt légers. Donc légers, ça veut dire qu'ils sont assez faciles à produire, assez faciles à transporter, assez faciles à raffiner. Alors, quand certains bruts qu'on appelle lourds contiennent des asphaltènes, donc c'est des composés très polaires qui rendent les bruts très visqueux. Et du coup, ça complique un peu les choses à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça complique la production, ça complique le transport et ça complique le raffinage. Et l'une des questions qui est posée, c'est que quand on produit un brut, il y a toujours de l'eau, donc on forme des émulsions. Alors ça a des avantages parce que c'est plus facile de transporter une émulsion qui a la viscosité de l'eau plutôt que de transporter un produit très visqueux qui ressemble plus à de la confiture, à du Nutella. C'est la première chose. Donc c'est assez favorable de transporter une émulsion, sauf qu'à la fin, il faut casser l'émulsion pour récupérer l'huile, parce que l'eau, les pétroliers, ils s'en foutent un peu. Sauf qu'en présence d'asphaltène, le problème, c'est que ça fait des émulsions très stables. Donc ils sont du coup obligés de rajouter encore des molécules pour casser les émulsions. Donc ça, de nouveau, ça recoûte cher. Donc c'est pas valable. Donc la question, c'était que, donc, connaissant la structure un peu des asphaltènes, ça c'est quelque chose qui est étudié en diffusion de rayonnement depuis assez longtemps, en volume, on s'est posé les questions de savoir comment ça se met aux interfaces et est-ce qu'on peut faire un lien entre la structure des objets aux interfaces et la stabilité des émulsions. C'est un peu ça la question. Alors, évidemment, pour voir ça, on a appliqué donc, la technique de variation de contraste, puisqu'on a ici l'asphaltène en question, donc il y a une espèce d'objet qu'on décrit par un modèle de type fractal. Et puis on a l'eau et puis les solvants. Alors là, c'est un système simplifié. Tous les exemples que je vous montre, c'est souvent on part d'un système modèle simplifié. Et puis, au fur et à mesure qu'on montre la possibilité de faire une expérience, d'avoir des informations, on va progressivement vers le système réel, ou industriel, entre guillemets. Donc ça, c'est très simplifié. C'est-à-dire qu'on prend un brut, on extrait l'asphaltène et on le remet dans un solvant modèle qui est du xylène ou du toluène. Donc ça, c'est plus simple. Mais ça marche aussi avec des vrais bruts. Donc l'idée, c'est on va faire des variations de contraste pour voir. Donc on peut faire des mélanges
H2O, D2O pour matcher les deux phases de l'émulsion et ne voir que l'interface. Hein. Donc ça va permettre de mesurer a priori l'épaisseur de l'interface et sa composition chimique. Et puis sur le même échantillon, on peut faire un autre mélange où on ne voit que les gouttes d'eau. Donc ça va permettre de mesurer la quantité d'interface dans le système. Et puis donc on a varié plusieurs paramètres. Donc en fonction de la méthode d'extraction des objets, on a des agrégats dont la taille peut varier. Et on peut varier les interactions en variant le pH aussi. Alors on obtient ce genre de courbe. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que donc, la courbe brute, c'est la courbe noire. Il y a une contribution qui est liée au bruit de fond incohérent, c'est la courbe rouge. Donc là, ça vient du fait qu'on a des mélanges hydrogénés de terrier, mais il y a beaucoup d'hydrogène, donc le niveau de bruit de fond incohérent n'est pas négligeable. Donc, bon, ça, par contre, on peut le mesurer directement, hein, c'est pas compliqué. Et puis, il y a une autre contribution qui est un peu plus subtile, c'est qu'entre les gouttes d'eau, même matchées, il reste quand même un peu de... Tous les asphaltènes ne vont pas que à l'interface, donc il y en a qui restent en bulk. Et ça donne une diffusion. Donc ça, c'est la diffusion typique d'une solution d'asphaltène, hein, diluée, je reviendrai plus un peu. Donc il faut soustraire cette contribution-là. Donc c'est le genre de manip où il faut tout mesurer indépendamment et après faire des soustractions un peu propres. Et on extrait comme ça la courbe bleue, après les soustractions. Et cette courbe bleue, on peut la modéliser avec un modèle de disque, c'est-à-dire qu'on schématise l'interface par un disque plat, c'est-à-dire dont on ne connaît pas le rayon, mais ce qui nous intéresse, c'est son épaisseur. Et donc ça marche bien, on arrive à extraire comme ça l'épaisseur de l'interface. Et ce qui est assez joli, c'est que on voit que l'épaisseur de l'interface est directement corrélée à la taille des objets en volume. Ça veut dire que les objets ils vont à l'interface quand ils stabilisent l'émulsion et ils ne se réorganisent pas, ils gardent la même taille. Donc ça, c'était déjà une première vérification intéressante. Et puis après, on fait les manips dans le deuxième contraste, où on ne voit que les gouttes. Donc là, on a un régime de Poro, donc une décroissance en Q-4, puisque les gouttes, elles sont microniques, hein, donc à l'échelle des petits angles, on ne voit que leur surface. Donc souvent, un régime de Poro, on représente ça en IQ4, on a un plateau qui est proportionnel à la surface spécifique. Et à partir de cette surface spécifique, on peut calculer le rayon des gouttes. Et en confrontant ça avec des isothermes d'absorption, on montre que effectivement, on a des monocouches à l'interface. Donc on est bien dans ce modèle d'agrégat un peu pickering en fait, à l'interface. Et puis la dernière chose qu'on peut faire, c'est que quand on varie on a montré que quand on variait les interactions entre ces agrégats dans l'interface, donc soit en variant le pH, soit en variant la taille. Hein, quand on varie la taille, il y a les interactions entre les objets qui changent. Et bien ça, ces interactions-là sont directement corrélées à la stabilité macroscopique de l'émulsion. Donc plus les agrégats sont gros, plus ils interagissent, plus l'émulsion est stable, et plus ils sont proches les uns des autres, plus l'émulsion est stable. Donc ça, c'est vraiment une manip qui mesure une interface qui fait 10 nanomètres, et on arrive à corréler la morphologie de cette interface avec une propriété macroscopique qui est directement une propriété qui intéresse le pétrolier. Alors, le deuxième, toujours dans les asphaltènes, le deuxième exemple, ça concerne justement les fameux agrégats dont je vous ai parlé, qui sont schématisés un peu ici. Alors, il y a un modèle les asphaltènes, c'est pas une molécule unique, c'est des mélanges de molécules assez complexes. Donc, il y a un modèle moléculaire qui donne des tailles très petites. Les agrégats qu'on mesure, ils font typiquement 10 nanomètres. Et puis, il y avait des questions sur une espèce d'état intermédiaire, parce qu'il y avait beaucoup de mesures qui montraient des CMC ou des comportements de type tension interfaciale à des concentrations justement plus basses que ça, qui ne correspondaient pas à ces objets-là. Donc là, c'est un exemple où c'est vraiment l'association X-neutron en fait, qui a permis de résoudre ces structures fines. C'est-à-dire là, la courbe en verte, c'est une courbe de rayons X.
sur les agrégats. Et la courbe en violet, c'est une courbe de neutrons. Alors en fait, on voit que dans cette partie-là, là, c'est pareil. Donc ça, c'est la partie qu'on a modélisée pendant longtemps par une fonction de Zim. En fait, on peut montrer que ça varie. C'est un objet fractal de dimension 2. Et on peut appliquer les lois de variation fractale, ça marche très bien. Et par contre, on voit qu'à l'échelle locale, par contre, les courbes ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'à une échelle plus petite, les neutrons et les X ne voient pas la même chose. Donc il y a des contrastes différents. Et surtout, il y a une structuration ici, qu'on voit aux neutrons, qui laisse penser à une espèce d'objet comme ça, encore shell, plus petit. Alors pour résoudre ça, parce qu'avec deux courbes comme ça, on ne peut absolument pas résoudre cette structure, ça ne suffit pas, on fait de la variation de contraste. Donc ça consiste à simplement refaire ces mesures-là, mais en faisant varier la densité de longueur de diffusion du solvant en faisant des mélanges de solvants, avec l'idée qu'il y a bien un moment donné où on va se rapprocher, on va soit voir beaucoup le cœur, et puis à d'autres moments, on va voir beaucoup la couronne. Donc on aura plusieurs équations, et on pourra comme ça valider ou pas ce modèle à 2 densités de longueur de diffusion, ici. Alors voilà ce que ça donne, c'est un peu chargé comme transparent. En fait, donc on a une courbe X, une courbe neutron, X et neutron, et puis toutes les courbes de variation de contraste. Donc on voit quand même c'est des mesures assez difficiles à faire parce qu'on a des barres d'erreur très grandes, on a un niveau de diffusion très bas. On voit bien que ça change quand on varie la densité de longueur de diffusion, donc ça c'est bien. Et puis alors normalement c'est des animations, c'est pour ça qu'il ne devrait pas y avoir tout sur le même transparent. Mais en fait, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé donc, un modèle sphérique avec un modèle de disque. Donc le modèle sphérique, c'est les courbes rouges. Donc on voit que ça ne marche pas très bien. Et ce qui marche le mieux, c'est le modèle de disque. Donc on a validé ce modèle de disque. Donc très petit, hein, comme ça on peut remonter. Alors c'est le fait d'analyser toutes les courbes en même temps qui fait qu'on peut valider quelque chose comme ça. Si on n'avait qu'une seule courbe, ça ne marcherait pas. Donc on arrive à fitter toutes les courbes en même temps en fixant chacun des contrastes, X et neutrons, et on obtient cet objet-là qui donc ça c'est validé en fait voilà, c'est plutôt ça, qui constitue en fait l'espèce d'objet élémentaire qui s'auto-associe après pour former l'agrégat, un cluster fractal plus grand. Donc ça, c'est un objet, c'est intéressant ici parce que donc on peut remonter à sa composition chimique, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a un cœur qui est plutôt aromatique et dense, une couronne aliphatique, et ça donne des indications, par exemple dans les procédés de cracking, d'hydrotraitement, on suppose justement que c'est les parties aliphatiques là qui partent en premier dans les processus de catalytiques, quoi. Donc là encore, c'est un résultat un peu académique, mais qui va être utilisé, qui intéresse les pétroliers, pour mieux comprendre les processus. Alors, ça marche pas. C'est vrai, je me disais, c'est bizarre, ça bouge pas du tout. Donc, je passe maintenant à mon deuxième exemple d'industrie lourde. Donc là, c'est Michelin, c'est les pneus. Alors en fait, c'est pas que les pneus au départ. Au départ, c'est plutôt des questions fondamentales, comme d'habitude. On part de questions fondamentales et puis on va vers des systèmes plus appliqués. La question qui se pose, c'est quand un pneu, c'est juste une matrice de polymère ou un élastomère dans lequel on met des particules dures pour améliorer les propriétés mécaniques. Alors, les particules dures dans les pneus, c'est les noirs de carbone. C'est du noir de carbone, c'est du graphite. C'est pour ça que les pneus sont noirs. Alors, de plus en plus, on utilise de la silice. Mais commercialement, des pneus blancs, ça ne marche pas. Ils ont essayé, mais dans la tête des gens, ça ne va pas. Donc ils remettent des colorants pour qu'ils soient noirs.
Mais c'est de la silice dans les pneus de voiture, il y en a beaucoup. Alors la silice, l'intérêt de la silice, de plus en plus, c'est que ça permet de diminuer les consommations de carburant. Donc c'est les pneus verts, c'est dans cette optique-là. Alors les questions, c'est, il y a des contributions, en fait, évidemment, dans les propriétés mécaniques, il y a des contributions qui sont directement liées aux particules et à la façon dont elles s'organisent dans le matériau. Donc, par exemple, ici, vous avez un système où il y a formation d'un réseau percollant, et quand les particules forment un réseau percollant, et ça fait décoller le facteur de renforcement. Ça, c'est un résultat qui est très connu. Et puis, il y a d'autres contributions. Donc ça, c'est une courbe de G' en fonction de la fréquence. Donc là, on est au-dessous du réseau percollant, hein, et on a quand même des effets. On a des effets sur le module qui sont moins clairs. Qui ne peuvent pas être directement associés à un réseau de particules. Donc les idées, c'est que c'est relié, en fait, c'est un réseau, mais qui est relié par les chaînes de polymères, et que que le polymère à proximité des particules, il n'est pas dans le même état que le polymère qui est loin des particules. Donc il n'est pas dans le même état au niveau de sa dynamique, sa mobilité. Donc il y a des différents modèles, hein, qui sont... Bon, tout le monde n'est pas totalement d'accord, mais bon, il y a le modèle, par exemple, de Lequeux qui dit que le polymère en question, il est vitreux. Donc c'est comme s'il y avait plus de fractions effectives dures qu'en vrai. Bon, après, il y a des gens qui disent que c'est lié à des effets de bridging ou des effets de... Bon, c'est de la dynamique. Voilà. Alors, nous, la question qu'on s'est posée la question qu'on peut se poser, c'est la dynamique des chaînes, elle est modifiée, mais est-ce que la conformation de la chaîne, donc j'ai parlé au début de la conformation d'une chaîne de polymère dans un fondu, que devient cette conformation si on rajoute des particules, des obstacles quelque part. Donc ça, c'est la manip c'est un peu l'exemple que je vous ai déjà montré tout à l'heure. On fait simplement, donc on applique la technique de contraste moyen nul, c'est on mélange des chaînes hydrogénées et de terrier. Donc là, c'est du polystyrène, mais on peut le faire avec d'autres polymères, en présence de particules. Et l'idée, c'est que le contraste moyen du mélange est égal au contraste de la particule. Et du coup, pour les neutrons, c'est comme si on ne voyait qu'une seule chaîne en diffusion. Et donc ça marche. On obtient une courbe comme ça qu'on peut modéliser par une loi de Debye, qui est vraiment la fonction analytique pour modéliser la conformation d'une chaîne gaussienne. Et donc on va regarder, on va augmenter la quantité de particules, on peut changer la nature de la particule, changer la nature du polymère, et on peut regarder ce qui se passe. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Donc ça, c'est le mélange tout seul. Donc un fondu de chaîne hydrogénée de terrier, donc c'est la courbe que je vous ai montrée juste avant. Et puis là, c'est la courbe qu'on obtient quand on rajoute des particules. Donc elle est presque pareille, sauf ici. Mais on peut considérer qu'elle est pareille. Et juste pour vous montrer la différence, ça c'est le même échantillon, mais c'est des particules dans un fondu de chaîne uniquement hydrogénée. Donc là, pour les neutrons, il y a un gros contraste entre la particule et les chaînes hydrogénées. Donc je vois les particules. Donc c'est très différent. Ça n'a rien à voir. Donc pour vous montrer que ça marche bien. Alors on applique ça à tout un tas de systèmes. Donc ici, c'est un système modèle silice-polystyrène. On regarde les effets de concentration en particules. Ici, c'est le système sur lequel on a travaillé avec Michelin. Donc c'est une matrice SBR. Et on regarde l'effet d'additifs. Donc je ne vais pas parler des additifs, mais les industriels mettent plein d'additifs dans leurs pneus pour contrôler la dispersion. Et puis là, c'est un autre exemple où les particules, c'est les particules magnétiques. Donc on peut les orienter en appliquant un champ magnétique. Donc en gros, le résultat de toutes ces études, c'est qu'on considère que la conformation des chaînes n'est pas modifiée jamais par la présence des particules, quel que soit le degré de confinement qu'on applique. Donc ça, c'est un résultat qui est un résultat un peu surprenant, mais qui maintenant est à peu près acquis. Alors, on voit quand même
ce que je voulais juste vous montrer, je ne rentre pas dans le détail, c'est que la mesure, ce n'est pas une mesure simple. C'est-à-dire qu'il reste quand même ici un domaine. Donc tout ça, c'est la chaîne. Et puis là, il y a quand même des endroits où ça ne fait pas ce que ça devrait. Donc il y a de la diffusion additive qui, pour l'instant, n'est pas très clairement interprétée. Donc il y a aussi différentes propositions. Moi, j'en propose quelque chose, mais qui, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est lié au fait qu'on suppose quand même que malgré le fait que les chaînes sont censées hydrogéner et deutérier bien se mélanger, on suppose quand même qu'il reste des petits domaines dans l'échantillon où elles ne se mélangent pas très bien. Et du coup, c'est ça qui crée cette espèce de contribution-là. Bon. Ça, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas des mesures simples à faire et à comprendre. Ouais, toujours pas. 5 minutes. Voilà, il faut que j'aille vite là. Donc ça, c'est un autre exemple où du coup, on regarde, on s'est demandé, en fait, on peut faire des composites avec des particules et on greffe des petites chaînes de polystyrène à la surface des particules. Et l'idée, c'était de savoir, c'est de mesurer les brosses greffées directement dans le composite, donc dans un fondu. Alors là, on a fait une petite subtilité, c'est qu'on a fait une matrice qu'on appelle une matrice grise, en fait, c'est un copolymère statistique, donc c'est représenté par le rectangle gris ici, qui a le même contraste que les particules. Donc du coup, ça fait que dans un fondu, on peut mesurer directement le facteur de forme de la brosse qui est représenté ici. Et on a montré comme ça que la conformation d'une brosse, même dans un fondu, elle dépend de la façon dont les particules se mettent. C'est-à-dire quand les particules sont bien séparées les unes des autres, comme ici, là, les brosses, elles sont étirées, enfin, en état à peu près normal. Et par contre, quand elles s'agrègent, elles forment des gros paquets, la conformation, l'épaisseur de la brosse diminue, la brosse collapse. Donc ça, c'est voilà. Alors le dernier truc, c'est que évidemment, pour les propriétés mécaniques, tout ce que j'ai fait avant, tout ce que je vous ai montré avant, on aime bien aussi mesurer ce qui se passe quand on déforme l'échantillon. Parce que les propriétés mécaniques, quand il y a des conducteurs un peu agités comme ça, c'est important d'aller voir à grande déformation que devient la conformation des chaînes qu'on a mesurées. Parce que pour comprendre les propriétés mécaniques, il faut savoir interpréter la déformation du polymère dans le composé et puis la déformation du réseau de charge. Donc là, je passe un peu vite. Donc on peut faire des mesures comme ça, où on étire l'échantillon et on le met directement dans le faisceau. Donc on mesure in situ en fait, l'échantillon déformé. Donc bon, les résultats, je passe en détail. Le résultat essentiel, c'est qu'on voit que les propriétés mécaniques ici, qu'on mesure par ailleurs, donc ça c'est des déformations, c'est un module en fonction de la déformation, ils dépendent essentiellement quand même de la déformation du réseau de charge dans ces systèmes-là. Et beaucoup moins que la contribution des chaînes est pas très importante. Ou alors si elle ne concerne qu'une fraction réduite de chaînes. Alors, mon petit exemple, donc ça, pour rester dans les industries lourdes, donc les verres nucléaires, donc ça c'est une manip de principe, mais qui permet de bien comprendre en fait ce qu'on peut faire. La question, c'est la question du stockage des déchets nucléaires avec des verres nucléaires. Donc la composition des verres nucléaires, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a tout un tas de composés dedans. Et donc les gens qui travaillent là-dessus, au CEA, ils s'étaient rendus compte qu'en fonction de la présence ou non de certains éléments, donc qui s'appellent les éléments insolubles, donc comme il y a le zirconium, il y a le calcium, donc là on regarde que le zirconium, il y avait des processus de corrosion. Donc le problème, hein, évidemment, pour les verres nucléaires, c'est la corrosion. Et il y a des processus de corrosion qui sont très différents. C'est-à-dire qu'ici, on a une corrosion qui va vraiment à cœur du matériau, et puis ici, elle s'arrête. Et donc, on ne savait pas très bien, ils ne comprenaient pas pourquoi, ils ne comprenaient pas très bien l'effet de ce zirconium sur ce blocage en fait, de la corrosion. Donc, et l'une des hypothèses, c'était que
en fait, ici, il y ait une fermeture de la porosité, due au fait qu'il n'y ait pas de zirconium, justement. Alors, pour vérifier ça, on a fait une mesure de petits angles, de variation de contraste, avec l'idée toute simple, c'est que je remplis mon... Donc là, j'ai le cœur de mon matériau. Ici, j'ai une espèce de zone, ce qu'on appelle le gel, qui est une zone intermédiaire, avec la porosité. Donc je vais faire varier mon contraste jusqu'à atteindre la densité de longueur de diffusion de mon matériau. Donc si j'ai que de la porosité ouverte, quand j'aurai tout rempli les pores, j'aurai plus rien. Donc là, pour les neutrons, j'aurai plus d'intensité. Alors que si j'ai de la porosité fermée, je vais avoir de l'eau qui sera piégée ici. Et du coup, ça va me faire de la diffusion. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Là, il y a du zirconium. Donc quand on diminue, quand on se rapproche de la densité de longueur de diffusion du matériau, on arrive à quelque chose où il n'y a quasiment plus d'intensité. Et au contraire, en absence de zirconium, quand on est au point de matching, ici en vert, on a une intensité qui reste significative. Et on peut analyser cette intensité et calculer la quantité de pores fermés donc dans le matériau. Et pour finir, on va finir sur le food. Donc ça, c'est un travail de mon collègue Fabrice Cousin avec l'INRA. Donc ça concerne des mélanges de protéines et de polyélectrolytes et de protéines pour faire des complexes. Donc les protéines sont chargées plus et les polyélectrolytes sont chargés moins. La protéine, c'est de l'isozyme. Donc c'est de la variation de contraste un peu classique, dans le sens où la protéine est ici, le solvant hydrogéné est ici, et on peut avoir le polymère deutérié. Donc on peut se dire, on va faire des mélanges comme je vous ai montré, on va regarder que la protéine ou regarder que le polymère, et en fonction de tout un tas de paramètres, le pH, la longueur des chaînes, le taux de charge, on va pouvoir voir les structures. Alors en fait, c'est des petits malins, parce qu'on peut faire un autre truc qu'on ne fait pas d'habitude, c'est que dans leur système, la protéine et le polyélectrolyte hydrogéné ont exactement le même contraste. Donc ça, c'est vraiment spécifique, et ça permet de faire une chose, c'est de voir, donc dans les polyélectrolytes, il y a souvent des questions par rapport à la façon, enfin à la structure des contre-ions le long des chaînes, la localisation des contre-ions. Et donc, ça leur permet, le fait de pouvoir tout matcher, ça pouvait potentiellement permettre de justement faire une mesure où on regarde en plus les ions. Donc c'est un peu de la variation de contraste à 3 composants. On ne regarde pas que la protéine et le polyélectrolyte, on regarde aussi les ions. Donc voilà, ça marche bien. Donc là, ils ont des structures un peu comme ça, en faisant varier les rapports de charge plus-moins entre la protéine et le polyélectrolyte. Et donc la variation de contraste, elle consiste à... Donc là, je suis en solvant complètement hydrogéné. J'ai ma protéine hydrogénée avec les chaînes deutériées. Donc évidemment, je vois bien les chaînes. Si je remplace les chaînes deutériées par les mêmes chaînes hydrogénées, il n'y a plus de contraste entre la chaîne et la protéine. Et si je me mets dans un mélange qui est un tout, non, c'est pas ça, ouais, dans l'ordre. Donc après, ils ont remplacé quand même le contre-ion qui était du sodium par un contre-ion deutérié et plus gros, pour mieux le voir, parce que si les contre-ions, c'est quand même petit, on ne les voit pas sinon. Et ensuite, ils se mettent dans un mélange qui matche tout. Et donc, on ne voit plus que les contre-ions. Et quand on fait les mesures là-dessus, ici, on a une répartition homogène des contre-ions, donc il n'y a pas de diffusion, enfin très peu de diffusion, parce que c'est le facteur de forme du contre-ion, on ne voit pas grand-chose. Et là, par contre, il se structure autour des complexes, et du coup, ça fait de la diffusion. Voilà. Voilà un moyen de voir les contre-ions dans des systèmes comme ça. Juste un mot sur un autre exemple encore plus proche de vous, parce que quand même, il faut bien ça. Donc ça, c'est un autre travail avec l'INRA, c'est toujours Fabrice. C'est des mousses. Donc, qui sont, donc tout à l'heure on a vu des émulsions, maintenant c'est des mousses qui sont stabilisées par des tensioactifs naturels issus de la tomate, des acides gras.
Et ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est qu'en fait, ils avaient des mousses stables, très stables, et surtout dont la stabilité dépend fortement de la température. Et pourquoi ? Parce que en fait, il y a des transitions de phase entre ces tensioactifs forment des disques, enfin des cylindres, ou des micelles. Et la transition entre les différents objets se fait avec la température ici. Et donc il y a un domaine comme ça où quand les objets sont sous forme de cylindres, les mousses sont très très stables. Par contre, la stabilité, en gros, se casse la gueule quand ça passe en micelle, et ça redevient stable ici quand ça repasse en forme cylindre. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que sur une gamme de températures, apparemment, c'était la première fois que justement on avait mis en évidence expérimentalement comme ça des mousses qui puissent être thermostimulables. Donc ça a plein d'applications potentielles, hein. Vachement joli. Voilà, et puis donc je suis dans les temps. Ouais. Un peu de pub. Si vous voulez aller plus loin, donc il y a le site du LLB quand même, où on a vu le site de la SFN, il y a beaucoup d'infos, mais le site du LLB, vous avez aussi des cours, des HDR très bien écrites, des thèses aussi très bien écrites, des cours, conférences. Donc le site de la SFN, alors ça c'est un vieux transparent, c'est plus la bonne adresse. Si, c'est toujours ça. Ok, parfait. Et puis avec les cours, et puis si vous voulez, il y a le NIST, c'est un centre de neutrons aux États-Unis où vous pouvez avoir accès à des programmes de calcul pour analyser les données, par exemple. Ça peut être assez utile, ou pour calculer les densités de longueur de diffusion. Donc tout ça est en ligne au NIST. Et ça se feed, c'est un autre programme de calcul qu'on utilise. Ça vient du PSI, qui est très bien fait. Voilà. Merci de votre attention. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions sur des domaines d'application? Juste une question à propos des asphaltènes dont la nature peut changer en fonction de la localisation du brut, enfin la localisation géographique. Dans le cas que tu as montré, est-ce que tu sais d'où viennent ces asphaltènes? De quel brut il s'agit? Oui. En fait, dans le cas que j'ai montré, ouais, ils viennent tous du même endroit. Mais très honnêtement, je ne me rappelle plus d'où c'est. C'est un brut qui s'appelle Safania. Je crois que c'est le Canada. Alors par contre, ce que je n'ai pas montré, mais ce qu'on a fait après, c'est que l'histoire du... Alors dans les deux exemples que j'ai montrés, et les émulsions et le nano-agrégat, donc ça a été fait sur des produits modèles où on extrait l'asphaltène, on le remet en solution dans un solvant modèle, mais on a depuis fait la même chose sur des vrais bruts. Donc c'est-à-dire et pour les émulsions et pour les nano-agrégats. Et là, l'idée, c'est de voir si justement les propriétés qu'on a vues sont modifiées en fonction de l'origine et de l'histoire géochimique de l'asphaltène en question. Et le petit schéma que tu as montré, a priori au cœur c'est très aromatique, ouais. Et autour c'est aliphatique. C'est aliphatique. Ouais. Et donc en fait c'est ce que vous avez observé, c'est ça? C'est le résultat de la modélisation qui montre ça. Mais ça va bien dans le sens aussi des idées qu'on se fait sur la façon dont les procédés de traitement agissent. Et on pense effectivement que les parties aliphatiques sont cassées avant les parties plus aromatiques. Donc le fait que ce soit à la périphérie comme ça va plutôt... ça peut permettre de un peu mieux comprendre les procédés d'hydrotraitement. Donc du coup, ça s'auto-associe par liaison hydrophobe finalement. C'est ça? Alors après, le mécanisme d'auto-association, ça c'est un truc qu'on n'a pas regardé. Pour moi, il n'est pas très clair. Il y a sûrement un effet de liaison hydrophobe, mais il y a aussi... on va essayer de faire des calculs, de voir s'il n'y a pas des interactions spécifiques entre les phases du disque, quoi, de type un peu pi, attraction, des choses comme ça. Ça, on n'a pas regardé ça en détail. Merci. Autre question ?
C'est juste pour la variation de contraste, le ratio D2O, H2O, il est déterminé expérimentalement ou comment on peut savoir c'est 40, 60 qui est bien ou 25? C'est une bonne question. Donc, quand vous connaissez bien les constituants de votre système, c'est-à-dire bien connaître, ça veut dire bien connaître la formule brute de la molécule en question et sa densité. La densité de longueur de diffusion, c'est que ça se calcule. Parce que si on connaît le nombre d'hydrogène, de carbone ou d'oxygène, on connaît bien la longueur de diffusion de carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc c'est simplement la somme des longueurs de diffusion. Et puis après, c'est normalisé par la masse molaire, donc qui dépend que de la densité. Donc ça se calcule bien. Et alors souvent, ce qu'on fait, parce que bon, ça c'est ce qu'on fait, c'est qu'expérimentalement, on peut le mesurer. Alors pour le mesurer, on prend la molécule en question ou le système en question, et puis on fait tout un tas de mélanges. Donc on va faire 10, 20, 30, 40, 50%, et en se disant il y a bien un moment où on va être proche de la densité de longueur de diffusion. Et donc ça va faire on va obtenir une courbe comme ça. En faisant un différent mélange H2O, D2O. Donc là, on est loin, là, on s'en rapproche, et puis on l'a passé. Et en fait, en extrapolant ici, on arrive à trouver le point de matching. Donc ça, c'est des mesures qu'on fait souvent. C'est la première mesure par laquelle on commence, par exemple, quand on a un nouveau proposal sur un nouveau système, pour savoir où on est. C'est des mesures assez rapides à faire. Parce qu'on peut se rendre compte que le calcul ne suffit pas dans beaucoup de cas.